Salut toi! C'est parti pour l'update lecture des mois de septembre, octobre et novembre. Oui, je suis très à la bourre. C'est-à-dire que là, au moment même où je te tourne cette vidéo, on est fin février et normalement, ça aurait dû être l'update lecture d'hiver que je te tourne et c'est celui d'automne. Mais normalement, je vais tourner quand même celui d'hiver dans les jours prochains, je te rassure. Et la vidéo sortira très peu après celle-ci. Mais oui, je suis très à la bourre. Oups, désolée. Sur ces 3 mois, j'ai lu au total 26 livres graphiques compris, pour un total de plus de 12 267 pages lues. Et j'ai participé à 2 challenges de lecture. Dans un premier temps, le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze Terrier et le Poulverse Challenge qui était avant le Cocorico Challenge organisé par Lucie Alu, Plop, Natacha et Bucosaurus Rex. Et du coup, j'ai décidé d'organiser cette update lecture avec les catégories de l'Automne Pumpkin Challenge, mais à chaque fois, je vais te dire dans quelle catégorie ça rentrait pour le Poulverse Challenge. Avant de continuer, je vais aussi te préciser que j'ai peu de temps, donc il y a des grosses chances qu'en fait je change de tenue, je change de plan sur cette vidéo parce que c'est possible que je la tourne en plusieurs jours, je ne sais pas encore. Je verrai, ce sera la surprise, voilà, si tu me vois différemment, c'est que j'ai dû changer de tenue. Allons-y, perdons pas plus de temps. On commence avec la première partie, Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'était Monster Match. Moi, le livre que j'ai décidé de lire dans cette catégorie, c'est Bépocalypse, écrit par Ariel Halls et aux éditions L'École des loisirs. On y suit Samsara, qui est une ado dans un monde qui a connu l'apocalypse il y a une dizaine d'années à peu près. Suite à l'apocalypse, du coup, il y a plusieurs créatures qui se baladent dans la ville que t'as pas forcément envie de rencontrer, et donc du coup la plupart des gens se baladent avec des battes et des trucs comme ça pour pouvoir se défendre face à ces créatures. Mais il se trouve aussi que t'as un endroit de la ville qui a été mis sous quarantaine parce que apparemment il y avait peut-être des trucs chimiques, enfin des trucs chelous là-bas. La quarantaine est au début de l'histoire à présent levée, sauf que dans cette portion de la ville, il y avait des habitants, et que ces habitants sont maintenant invités à rejoindre la partie de la ville qui n'était pas sous quarantaine, et c'est de là que le lycée ou le collège, je ne sais plus, de Samsara va accueillir de nouveaux élèves, sauf qu'il y a des rumeurs qui courent, comme quoi dans cette partie, les gens peut-être qu'ils auraient muté, ou peut-être qu'ils auraient mangé d'autres gens, enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a des rumeurs, et du coup, certains élèves se méfient des nouveaux venus. À tort, à raison, on ne sait pas, en tout cas, Samsara va essayer de le découvrir. Eh ben, j'ai pas été hyper convaincue. Je trouve le pitch génial, moi j'adore les trucs un petit peu originaux comme ça. Je trouve aussi que en vrai, je pense que quand t'es un ado, tu vois, de 12-13 ans, c'est formidable ce livre. Donc c'est très bien fait, vraiment, c'est que moi et moi-même que ça l'a pas fait. C'est très bien fait. En plus, il y a de la représentation, il y a plein de choses hyper sympathiques. C'est écrit par Ariel Halls. Moi, Ariel Halls, c'est vrai que j'aime bien sa plume. Mais c'est vrai que je suis restée, moi, un petit peu en dehors, moi. Pour le coup. Je suis restée en dehors, je saurais pas trop dire pourquoi, parce que l'intrigue est pas si classique que ça pour un livre jeunesse, elle est plutôt sympathique en réalité. Samsara aussi, les personnages secondaires aussi, enfin en vrai je sais pas, je saurais pas dire exactement pourquoi, je sais juste que c'est vrai que c'est pas un livre qui va me marquer, d'ailleurs je l'ai lu il y a un petit moment, puisque je suis très en retard comme je te l'ai dit plus tôt, donc je la tourne très tard cette vidéo, et même au niveau de l'intrigue, il y a plein de choses qui me reviennent plus, tu vois. Je me souviens plutôt bien de la fin, en dehors de ça, tu vois, les péripéties, ouais, il y en a plein qui m'échappent, tu vois. Alors que la plupart des autres livres que je vais te présenter, je me souviens beaucoup mieux des événements, parce que celui-ci, ouais, c'est pas un livre qui me marque. Voilà, c'est pas un livre qui me marque. Reste que je trouve que pour la cible, c'est vraiment sympathique. La catégorie suivante s'intitule « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Et dans cette catégorie, je n'ai pas lu un livre, mais j'en ai lu 6, puisque j'ai lu tous les tomes du manga Death Note, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît Death Note, mais je vais quand même t'en faire un petit résumé. Dans Death Note, on suit Light Yagami, qui est un lycéen qui un jour se balade dans la rue tranquillement, et à ses pieds, un cahier. Sur ce cahier, il y a écrit en gros Death Note, le cahier de la mort, et très vite, il va se rendre compte que quand il écrit des noms dans le cahier, la personne dont il a écrit le nom décède d'une crise cardiaque. Le cahier a un certain nombre de règles que Light va très vite prendre en main, et il va se donner la mission d'éradiquer tous les criminels de la planète. Bien évidemment, les gens de la police, ils veulent pas laisser faire, parce que, en vrai, qui es-tu pour décider de qui meurt ou qui meurt pas? C'est des criminels, certes, mais en même temps,
ils ont le droit d'être jugés, tout ce que tu veux, tu vois, parce que Light, vraiment, ils sont accusés, le monsieur décède, voilà, hein, ou le monsieur ou la madame d'ailleurs, mais je crois que la plupart du temps c'est souvent des messieurs quand même. Et la police de son côté va faire appel à un mystérieux détective privé du nom de Elle, et là il va avoir un petit jeu de chat et de souris entre Light et Elle, et qui sait qui va pouvoir prouver qu'il a la plus grosse matière cérébrale. C'est génial! En même temps, t'avais pas besoin de moi pour savoir que c'était vachement bien, j'avais déjà vu l'animé, je préfère, comme très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, je préférais le manga papier à l'animé. Je trouve que c'est hyper prenant. Tu n'as pas envie de lâcher le manga. Il y a 6 tomes et vraiment, je les ai dévorés. Voilà, je les ai dévorés les 6 tomes parce que t'es en haleine du début à la fin. Alors oui, t'es vraiment sur un truc de oui, mais alors tu n'avais pas prévu que j'avais prévu que tu avais prévu que j'avais prévu que tu avais prévu que j'allais faire ça. On est vraiment sur un truc comme ça, tu vois. Donc on est vraiment sur des nœuds de cerveau, vraiment. Mais c'est hyper intéressant. Surtout qu'on suit des personnages qui sont pas bon, voilà, hein, vraiment le personnage de Light. Donc notre protagoniste principal, notre héros, c'est pas une bonne personne. Vraiment, on le comprend très vite, c'est pas une bonne personne. Et du coup, t'as un espèce de truc dans la psyché de ce personnage. Enfin voilà, je trouve ça hyper cool. Même s'il y a des moments que j'ai trouvé plus mous que d'autres, des moments où pour le coup, je te dis, c'est haletant tout le long, mais c'est vrai que t'as quand même des points morts. Mais très peu. Et moi, ça m'a plu. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont moins aimé à partir parce qu'il y a un gros événement à un moment donné et il y a des personnes qui ont un peu décroché à partir de là. C'est pas mon cas, j'ai quand même trouvé intéressant après cet événement. Ça se lit vite et c'est vraiment sympa. La catégorie suivante s'appelle Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Dans cette catégorie, j'ai lu 2 livres. Le premier, c'est Le Chant de la Reine Corbeau, écrit par Isabelle Lozac et aux éditions Bookmark. Vassilia se réveille, son château est en flammes, son papa, sa maman, ses sœurs sont en flammes, tout le monde est en flammes et tout le monde dans sa famille ainsi qu'une grande partie de son château est partie en fumée. Sauf que Vassilia, elle a pas du tout été éduquée pour être la prochaine reine, puisqu'elle avait 2 sœurs aînées, ça ne devait absolument pas être elle. Du coup, t'as un petit peu tout le monde qui essaye de prendre la couronne, et elle arrive, elle dit quand même, en vrai, c'est moi la reine légitime, oust, bande de connards. Donc elle revendique bien évidemment le trône, sauf que petit problème, pour pouvoir prétendre réellement à être reine, il faut qu'elle soit mariée. C'est pas son cas, Vassilia est célibataire, très bien en tant que femme célibataire, et du coup elle va décider de manipuler complètement un pauvre gars qui n'a absolument rien demandé pour qu'il devienne son mari, pour qu'elle puisse être reine. C'était vraiment très sympathique. C'est de la romantaisie. Moi, tu sais que je commence à être quand même très dure en termes de romantaisie. Là, j'ai plutôt passé un beau moment. J'ai trouvé que l'univers était pas incroyable dans le sens où il n'y a pas non plus foison de choses dedans. Mais le peu qu'il y a est quand même bien tenu et quand même bien présent. C'est-à-dire qu'on ce n'est pas effacé au profit de la romance. Et ça, on aime. On adore. Le personnage de Vassilia est plutôt une connasse, voilà, hein, disons les mots, mais on aime la suivre parce que malgré tout, elle est quand même très humaine. Et le personnage du monsieur, dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas spoiler, même si c'est marqué dans le résumé, lui c'est plutôt un green flag, ce qui est pas si courant, hein, dans les romantaisies, on a toujours souvent tu vois, un beau brun ténébreux comme ça, il fait apparemment rêver les lectrices à base de « je traite mal la demoiselle », lui c'est pas du tout ça, c'est un amour, un sunshine, voilà, qui est un petit peu enthousiasme par beaucoup de choses, avec des petites étoiles dans les yeux, dès qu'on lui parle de livres, quelqu'un de très gentil, très bienveillant, tellement gentil que des fois on pourrait dire que c'est même une bonne poire, mais on aime les gars comme ça. Pour le coup, c'est elle qui est quand même la red flag. On rappelle qu'elle va complètement manipuler le monsieur pour qu'il se marie avec elle. C'était sympa, l'intrigue m'a vraiment prise, moi. Hein. J'ai le tome 2, je l'ai toujours pas lu, il faut que je le lise, je vais probablement le lire incessamment sous peu. Et le second livre que j'ai lu dans cette catégorie, c'est Mémoire perdue, écrit par Wendy Vendrick, et c'est de l'auto-édition. On commence l'histoire avec une jeune femme qui est accusée de sorcellerie et qui brûle sur un bûcher dans les années 1600. Et plusieurs années plus tard, c'est-à-dire à notre époque, on suit Elena, qui est une jeune femme qui est complètement couvée par ses parents et par son copain, ce qui est très gênant. Enfin, c'est pas le rôle de son copain de faire ça, mais bon,
Passons, tout simplement parce qu'on nous dit qu'elle a des troubles psychiques. Et ces troubles augmentent récemment. Déjà, elle rêve toutes les nuits d'une femme qui s'est fait brûler sur le bûcher. Et en plus, elle commence à entendre des voix et du coup, elle se demande si son psychiatre et tout son entourage lui disent tout simplement qu'elle ne peut pas faire confiance à sa propre perception. Et nous, on va suivre Elena qui est de plus en plus persuadée qu'en fait, tout ça, c'est pas que dans sa tête, et qui va tenter de comprendre c'est quoi la vérité dans tout ça. Je suis très embêtée, d'ailleurs, si l'autrice passe par là, peut-être arrête cette vidéo-là, parce que je lis pas beaucoup d'auto-vis auto-édités, et que j'ai envie d'en lire plus, et que j'ai envie d'en mettre en avant, mais encore une fois, pour moi, ça l'a pas trop fait avec moi. Je trouve que l'histoire de base est bonne. En plus, on va aller explorer des mythes bretons, moi c'est un univers que je vais bien aimé. Et après, je trouve qu'il y a plein de choses qui pour moi ne vont pas. Je l'ai lu il y a longtemps, comme je t'ai dit au début de la vidéo, en introduction, donc je veux pas dire de conneries, donc je préfère rien dire que dire de la merde. Il y a plein de moments où j'ai un peu grincé des dents, voilà, je vais pas le cacher. Il reste que l'intrigue en soi, elle est sympa, par contre. L'intrigue en soi est vraiment sympa. Donc voilà, je vous encourage quand même, si le pitch vous a plu, à vous faire votre propre avis. C'est un livre qui a quand même plu à pas mal de personnes, donc comme toujours, mon avis reste que mon avis. Et tu sais que moi, j'ai quand même tendance à être assez dure, hein, tu le sais. Et enfin, la dernière catégorie de cette partie 1, qui sont les songes maudits de Carmilla. Et là, dans cette catégorie, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, mais il y a 3 livres qui rentraient dans le thème. J'ai lu le 2e tome de Vampiria, La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon et aux éditions Robert Laffont. C'est un tome 2, du coup je vais pas te faire vraiment un résumé, si ce n'est que si jamais t'as jamais entendu parler du tome 1, je vais peut-être te balancer des mots-clés. Uchronie, vampire, roi soleil... En bref, c'est une uchronie dans laquelle le roi soleil n'a jamais été renversé puisqu'il a été vampirisé et du coup il règne toujours actuellement sur notre monde à nous, qui du coup n'a pas du tout évolué de la même manière, tu t'en doutes. Et nous, on suit Jeanne qui veut rentrer dans la cour du roi soleil. Je peux rien te dire en termes de résumé sur ce 2e tome qui ne spoilerait pas si t'as pas lu le premier, donc je vais m'arrêter là pour le résumé. J'ai vraiment bien aimé, c'est-à-dire que j'ai même préféré au tome 1. Sur plein d'aspects, peut-être beaucoup pour le personnage de Jeanne que je trouvais chiante, voilà, hein, les mots sont balancés dans le tome 1. Ici, beaucoup moins, je trouve qu'il y a quand même... On sent qu'elle grandit, tu vois, on sent qu'elle grandit. Et je trouve que c'était plus appréciable, du coup, de la suivre. Mais ouais, j'ai vraiment, tu vois, à la fin du tome 1, j'étais pas sûre à 100% que j'allais continuer la saga. Il y a quand même une partie de moi qui avait envie de continuer parce qu'il y avait quand même des choses très intéressantes déjà dans le tome 1. Là, je suis sûre en tout cas que je vais lire le tome 3. De là à aller lire les 6 tomes, ça je n'en suis pas encore certaine, mais en tout cas le prochain tome sera acheté et sera lu, ça c'est sûr, parce que vraiment, ouais, j'ai passé un beau moment, c'était une très bonne lecture pour moi ce tome 2. J'ai aussi découvert dans cette même catégorie un duel avec le Seigneur Vampire, écrit par Elise Kova et aux éditions Big Bang. C'est un livre qui fait partie, je sais pas combien de tomes il va y avoir, donc on va dire de la saga de Romantaisie, dans lequel à chaque fois t'as une créature, là c'est un vampire, mais t'as un elfe, t'as un fae, t'as une sirène dans le nouveau, t'as une créature, et t'as une madame, parce que très souvent la créature c'est le monsieur, et boum, ça fait des chocs à pic, donc tous ces livres sont dans le même univers, mais en vrai tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas d'ordre spécifiquement, tu vois, c'est un espèce de grand univers avec toutes ces créatures, et à chaque fois une histoire d'amour entre deux créatures, entre une créature et une humaine, parce que comme je dis, quasiment tout le temps, c'est le schéma qu'on a. J'avais lu Un pacte avec le roi elfe, c'est celui-là que j'avais lu, ou je sais plus, où c'est... Je crois que c'était Un pacte avec le roi elfe. J'avais détesté, voilà, j'avais trouvé ça très mauvais. Du coup, tu me diras pourquoi j'ai acheté celui-là, tout simplement parce que j'avais les 3 tomes d'un coup. Je les ai eus, on me les a offerts les 3, donc je les avais. Et en vrai, j'ai plutôt bien fait, parce que bon, je l'ai pas trouvé ce livre-là incroyable, mais je l'ai quand même trouvé 1000 fois mieux que Un pacte avec le roi elfe. Mais genre... 1000 fois mieux. Ça a l'air exagéré, mais vraiment pas. Et je l'ai pas trouvé incroyable celui-là. Et je l'ai même pas trouvé très bien, je l'ai trouvé juste, c'était pas mal. Mais attends, je t'ai pas raconté de quoi ça parle. Donc on y suit Floriane, qui est une forgeronne, enfin non, elle est plus que ça, elle est la demoiselle de la forge. Et t'en as qu'une seule dans ce village-là, et t'as qu'un seul village qui a pour mission d'éradiquer les vampires. Et donc elle est dans ce village, donc son travail c'est de créer des armes pour pouvoir tuer notamment
le seigneur vampire, qui de temps en temps vient se balader dans le village de la madame. Et un jour, il y a un événement qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un rapport avec la lune, on va dire que ça s'appelle la lune rouge, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Il y a un événement qui est censé arriver, et là on sait que tous les vampires vont vraiment sortir, venir attaquer le village, faire un massacre, et que le seigneur vampire sera lui-même de sortie, et tout le monde dans le village de la madame espère que ils vont pouvoir le tuer parce que en tuant le seigneur vampire, ça les débarrasse de tous les vampires. Et ce fameux événement arrive et il se trouve que Floriane se retrouve un petit peu dans le caca puisqu'elle se fait enlever par le fameux seigneur vampire. Et de là, elle va peut-être découvrir que, en fait, tout ce qu'elle a cru tout au long de sa vie, peut-être qu'il n'y a pas tout qui était la vérité. Peut-être que le seigneur vampire, il est pas si méchant. Donc comme je te disais, c'était pas mal. Vraiment, j'ai lu ça, je crois que c'est le 3e tome qui est sorti. Je me suis dit, oulala, on a un gap en termes d'intérêt que, en tout cas, moi, j'ai porté à l'histoire, parce que je crois qu'un pacte avec le roi elfe a quand même bien marché, donc ça veut dire qu'il a quand même été apprécié par pas mal de gens, même si moi, pas du tout. Donc ça se trouve, les gens qui ont apprécié un pacte avec le roi elfe, ils aiment pas celui-là, j'en sais rien, je me suis pas posé la question. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant en termes d'intrigue, que les personnages étaient aussi plus intéressants. Moi ça me fait un petit plaisir coupable, c'est-à-dire que c'est pas excellent, c'est pas innovant, c'est pas... Mais ça se lit tout seul, et puis j'ai pas passé un mauvais moment. Et puis t'as quand même quelques petites réflexions sur la nature de les vampires. Est-ce une créature monstrueuse? Peut-être pas tant, peut-être que c'est plus humain que ce qu'on croit. Enfin, t'as des petites réflexions sur la monstruosité qui reviennent très souvent hein, quand on parle de la figure du vampire, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Et la dernière lecture que j'ai faite qui rentre dans cette catégorie, c'est Les Aiguilles d'Or, écrit par Michael McDowell et aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. On y suit d'un côté les Shanks qui sont une espèce de famille de truands, on va dire ça comme ça. Ils sont pauvres et du coup pour survivre, et ils vont être dans des magouilles. Voilà, ils vont être dans des petites magouilles, mais c'est des trucs, c'est pour se faire des thunes. Voilà, ils sont pauvres et ils veulent se faire des thunes. D'un autre côté, on suit un juge et toute sa famille, donc son fils qui est pasteur, je crois, son beau-fils qui est avocat. C'est des gens assez riches et ils ont qu'une obsession, c'est de se débarrasser de la vermine. Voilà, hein, ces gens qui font honte à la ville et notamment parmi eux, on retrouve les Shanks. Et donc nous on suit le combat un petit peu de ces deux familles qui va mener à une escalade de la violence d'un côté comme de l'autre. Donc Michael McDowell, j'ai lu toute la saga des Blackwater, d'ailleurs j'en ai fait une petite vidéo que tu peux peut-être trouver par là, si j'y pense. Et ça m'avait quand même assez plu, même si j'ai trouvé qu'on effleurait beaucoup de choses. J'avais été un petit peu frustrée quand même avec la saga Blackwater. Comme il y a pas mal de choses qui m'ont plu, je me suis dit que j'avais envie de découvrir d'autres Michael McDowell. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, après Blackwater, tout simplement parce que déjà ici, on n'a pas du tout de côté fantastique, hein. C'est vraiment de l'horreur, mais de la vie de tous les jours, on va dire. Enfin, il n'y a pas de côté fantastique en tout cas. Il y a des meurtres, mais qui peuvent être commis par n'importe quel être humain, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément un genre qui va me plaire à 100%. L'horreur où il y a du fantastique, ouais, je vais pouvoir aimer, tu vois. Mais c'est vrai que l'horreur plus banale, on va dire. Alors, peut-être que je peux aimer, hein, vraiment. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'exemple. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, vraiment. Et donc, Les Aiguilles d'Or, ça se lit, voilà, hein. C'est pas encore une histoire qui va me marquer. Ça m'a fait beaucoup penser à... comment ça s'appelle, à Sweeney Todd. Voilà, il y avait une vibe Sweeney Todd. Dans ce côté, bon alors dans Sweeney Todd tu suis, en tout cas dans le film, que Sweeney Todd, donc le meurtrier. Donc là on suit vraiment les deux familles, qu'il y a quand même une différence. Mais ouais, ça m'a fait, il y a des vibes un petit peu à la Sweeney Todd, tu vois, j'ai trouvé dans l'ambiance du truc. Michael McDowell c'est très bien, et c'était déjà le cas dans Blackwater, et c'est encore plus le cas ici je trouve. Retranscrire un espèce de côté très vivant de la ville dans laquelle on évolue, tu vois, qui est un personnage à part entière. Tu vois, on ressent la crasse, on ressent vraiment la misère, on ressent tout ça. C'est très bien fait, mais c'est vrai que moi, je suis restée un petit peu en dehors. Et voilà, je suis tristesse parce que j'avais d'autres Michael McDowell dans ma wishlist, et du coup, je ne sais pas s'il faut que je me tourne vers eux ou pas. Donc j'arrive pas à savoir en fait lesquels il y a un côté fantastique ou pas, parce que peut-être ceux-là ils vont plus m'intéresser. J'ai peur de passer à côté en fait d'un autre Michael McDowell dans lequel il y a pas du tout cette touche de fantastique, tu vois.
Parce que même dans Blackwater, elle était légère, mais ça m'a suffi à vouloir continuer, tu vois. C'est vrai que là, ça m'a manqué. On passe maintenant à la partie 2, qui s'intitule Automne extraordinaire. Et dans la première catégorie, qui est la bonne auberge de la pierre levée, j'ai lu dans cette catégorie Les flammes de la nuit, écrit par Michel Pagel et aux éditions Les Moutons électriques. On est dans un monde rempli de coutumes et de traditions, mais genre c'est, tu vois, c'est carré. Les traditions, les coutumes, elles changent pas, rien ne change jamais. On fait les choses parce que c'est comme ça, et puis il y a pas d'autre explication, et puis on les répète encore et encore. Qu'elles soient bien ou pas, on répète les choses de façon éternelle, si tu veux. Au nom de la coutume, au nom de la tradition. Et dans ce monde, chaque, je sais plus combien de périodes, peut-être chaque 10 ans, je sais plus, t'as le soleil dans le ciel qui change de couleur, ce qui fait que l'environnement lui-même change de dominante en termes de colorimétrie. Enfin, je sais pas ce que je dis. Nous, on commence l'histoire avec le soleil qui vient tout juste de devenir vert. Et à ce même moment, t'as un petit bébé qui naît, avec une scène qui me fait mourir de rire parce que du coup, la tradition veut que dans la famille royale, parce que c'est une princesse, quand un bébé naît, bah la maman, elle meurt. Et là, sa maman, elle veut pas mourir d'elle-même et du coup, bah, comme la tradition veut que la maman elle meure, bah il faut bien qu'on trouve une façon pour qu'elle meure vraiment, hein, la maman. Voilà. Quand vient le moment de la grande fête pour accueillir le bébé, où t'as toutes les marraines fées qui viennent donner des qualités aux enfants, et ben t'as une marraine qui va complètement innover, puisqu'elle va faire don à Rowena de l'intelligence, ce qui, pour une femme dans ce monde-là, avant ça n'était jamais arrivé, tu vois. Juste par ce petit vœu là, de cette petite fée, les choses dans ce monde-là vont peut-être changer. Du coup, on ne sait pas. Enfin, si moi je sais, mais toi tu ne sais pas si tu n'as pas lu le livre. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était une très bonne surprise parce que je n'attendais absolument rien de ce livre-là. Et j'ai passé un excellent moment parce que bah, déjà le personnage de Rowena était un personnage très complexe, alors qu'on est dans un univers plutôt simple, on va dire, dans le sens où c'est de la fantasy, mais comme j'ai dit, on est vraiment sur des traditions, tout le monde fait les choses comme on lui a dit. À un moment donné, t'as des gens qui vivent, qui évoluent par trio de 3, t'as le héros, je crois que la femme est juste appelée la femme, et l'idiot, et c'est comme ça, et quand on a décidé que toi dans le trio t'étais l'idiot, bah tu le restes à vie, et les gens ils se posent pas plus de questions que ça, ils acceptent, alors que quand t'es l'idiot par exemple t'as une vie vraiment de merde. Enfin, tu vois, et personne remet en question, et du coup, il y a quand même une critique au niveau de la société qui est quand même présente dedans, mais c'est fait plutôt avec humour. C'est-à-dire que c'est... Alors, on n'a pas peur de tuer des gens, hein. Il y a des gens qui meurent, même des gens importants, et en même temps, il y a des moments vraiment, tu rigoles tellement c'est absurde, et en même temps, bah, l'absurdité, je trouve que ça peut permettre des fois de faire réfléchir, tu vois. Mais ouais, j'ai passé un très bon moment avec ce livre-là, c'était vraiment sympa. Et si tu aimes la fantaisie adulte, pas très complexe, une fantaisie qui est quand même dark sur certains aspects, parce que, bah, comme je dis, il y a vraiment... on tue des gens sans aucun problème, mais d'un autre côté, qui peut faire réfléchir, d'un autre côté avec de l'humour. Je conseille grandement Les Flammes de la Nuit. Ensuite, on passe à la catégorie suivante qui est Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Dans cette catégorie, j'ai lu Akata Witch, écrit par Neidi Okorafor et aux éditions L'École des Loisirs. On suit Sunny, qui a un nom plutôt ironique puisqu'elle est albinos et que du coup, bah, quand t'es albinos, souvent, ta peau résiste pas forcément très bien au soleil. Et Sunny est une collégienne ou une lycéenne, je sais pas quel âge elle a exactement, qui vit pépouze au Nigeria jusqu'au jour où elle va se faire 2 potes qui vont l'ouvrir à un nouveau monde. Un monde où on va lui dire « tu es un léopard ». Sunny. Et non, c'est pas, tu vois, l'animal qui fait c'est pas ça. C'est une autre façon de dire que c'est une magicienne, tu vois. Elle a des pouvoirs. Dedans, ça a appelé les léopards, les gens qui ont des pouvoirs. Bah de là, son monde va changer. J'ai plutôt aimé, même si je vais pas le cacher, je pense que c'est le texte de Neidi Okorafor, en tout cas un des textes de Neidi Okorafor que j'ai le moins aimé. Peut-être que c'est parce que c'est le plus jeunesse et que du coup, je trouve qu'il est très, en termes d'écriture, je trouve qu'il est très basique. Je trouve qu'il n'y a rien de extrêmement intéressant dans l'écriture, tu vois, de ce livre-là. C'est le premier tome d'une trilogie, je l'ai pas précisé. Je suis pas sûre de lire la suite, alors que d'habitude, bah, Neidi Okorafor, à la base, je voulais quand même lire tout ce qu'elle avait pu écrire. Et là, je me tâte un peu. Je pense que si, parce qu'en vrai, il y a des choses quand même intéressantes. Juste le fait de transposer un univers qu'on connaît bien, hein, parce que, bon, en vrai, on va pas se cacher que c'est un simili, le livre dont on ne doit plus prononcer le nom, hein, vraiment, c'est très proche sur plein d'aspects. Alors t'as pas une école de magie de manière physique, mais on est quand même sur une jeune fille qui apprend la magie, t'as quand même des espèces de rituels, enfin,
Genre, par exemple, juste pour donner à quel point il y a des similitudes, t'as un moment où elle doit se rendre dans une boutique magique pour choisir son couteau, parce que dans cet univers-là, c'est pas des baguettes magiques, c'est des couteaux, mais c'est plutôt le couteau qui se choisit, tu vois, un peu ce que je veux dire. Mais ce truc-là, transposé dans la culture nigérienne, ça marche bien. En plus, on a un personnage qui n'est pas seulement nigérienne, puisqu'elle est aussi albinos, donc en termes de représentation, on a pas mal de choses intéressantes. En vrai, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'adulte, pas le Lady Okafor que je considérais en priorité à un autre adulte, tu vois. Un enfant, un ado, oui, carrément. N'allez pas lire qu'il a peur de la mort, tu vois, quand t'es ado, tu vois, c'est quand même un petit peu hardcore, je trouve. Alors que là, c'est tout mignon. Et puis on en apprend plus sur la culture nigérienne, donc c'est très chouette, quand même. Waouh! J'ai employé le mot chouette. Genre, c'est une expression qui est morte depuis beaucoup trop longtemps. Ouais, Akata Witch, pourquoi pas. On passe à la catégorie suivante qui est le cercle de la comté. Et dans cette catégorie, j'ai lu Pour le meilleur et surtout le pire. Écrit par Louisa Méonis et aux éditions Bookmark. On suit Alice qui vit dans une société matriarcale, donc entourée que de femmes ou quasi, et qui vit sa vie pépère, à passer sa journée à lire des petits romans érotiques, elle est contente, et à rien faire de sa vie, et elle est très contente comme ça, et on ne peut pas l'en blâmer, parce que pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que par contre, on lui impose quand même de se marier à un moment donné, et à un moment donné étant avancé, je ne sais plus l'âge en question, mais c'est l'âge qu'elle va bientôt avoir. Il dit, si tu ne te maries pas, on va te donner à bouffer un espèce de ver. Et quand je dis un ver, c'est un espèce de ver de terre, mais géant, qui garde le lieu dans lequel elles habitent. Et donc Alice, elle a pas tellement envie de se retrouver dans le ventre d'un ver, tu vois, c'est pas une perspective d'avenir qui l'attend plus que ça. Elle a refusé plusieurs mariages, mais quand il y a une mystérieuse marieuse qui vient et qui lui dit j'ai mon client qui veut se marier avec vous, hein, le mec elle ne le connaît pas mais apparemment veut se marier avec elle, elle est en mode bon peut-être que là je suis peut-être pas en état de refuser en fait, donc je vais peut-être accepter. Je ne sais pas, c'est peut-être mieux pour ma survie, en fait. Donc elle accepte, hein, enfin elle est plutôt contrainte d'accepter, et donc elle doit se rendre à Wonderland, parce que c'est là où habite son mari, et là-bas, elle va découvrir qu'en fait, elle n'est pas mariée à un monsieur, mais peut-être à deux, peut-être à trois. Enfin, elle est mariée à plusieurs monsieur qui sont tous plus étranges les uns que les autres. Le pitch est génial. Maintenant, moi, ça l'a pas tellement fait avec moi, mais je le conseille malgré tout parce que c'est très drôle. C'est très what the fuck. Franchement, si tu veux passer un moment très léger où tu vas rigoler, tu vas être interloqué, mais de façon plutôt sympathique, tu vois, toutes les 30 secondes. Tu peux lire ça, franchement, tu vas passer un très bon moment, tu le regretteras pas. Moi, si ça l'a pas tellement fait avec moi, c'est parce que tu sais que moi, je n'aime pas tellement la romance, enfin c'est très très rare que j'aime les romances, et pour moi, c'est une romance what the fuck. Voilà, une romance harem inversé aussi, hein, puisque bah, on a une madame pour plusieurs monsieur. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé assez d'éléments dans le côté fantasy, parce que malgré tout, il y a des pouvoirs, tu vois, il y a des pouvoirs, il y a un chat qui parle, t'as quand même des éléments de fantasy, mais c'est vrai que moi je les ai pas trouvés assez puissants pour ne pas considérer que c'est vraiment une romance avec quelques petits éléments de fantaisie de temps en temps. Moi, c'est pas vraiment le genre de lecture qui va me plaire, mais si tu aimes la romance et que t'aimes rire, franchement, c'est très drôle. Le personnage d'Alice est aussi très sympathique. Elle peut être considérée comme très chiante par beaucoup de personnes, et ça se comprend, mais moi, c'est un personnage avec qui, bon, je passais... Oui, je pense que elle aurait pas eu ce caractère-là, peut-être j'aurais DNF, tu vois. Si j'ai continué, c'était pour Alice. Et quand on aime la romance, bien sûr, les messieurs sont tous plus beaux les uns que les autres, tu vois, ils ont chacun un caractère très particulier. Donc franchement, c'est pas passé avec moi parce que c'est pas le style de lecture que j'aime spécialement, mais dans son genre, je pense que c'est excellent. On passe à la catégorie suivante qui est laté, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il fallait lire des livres qui, en gros, ils ont une couleur un petit peu bah, comme ça, par exemple. Et dans cette catégorie, j'ai lu 2 livres, mais donc du coup, je vais te présenter d'abord celui-ci, qui est Oraison, écrit par Samantha Bailey, et aux éditions Le Livre de Poche. C'est un intégral, donc il y a 2 tomes.
et j'ai lu les 2 tomes, donc je vais te parler des 2 tomes. On y suit au début de l'histoire 3 sœurs, mais très vite plus que 2, puisque au tout début, t'as une des 3 sœurs qui décède dans d'atroces souffrances, et ce meurtre va changer tout pour cette famille-là, puisque d'un côté, on a la sœur aînée Nouni, qui est ce qu'on appelle une oraisonnière, d'où le titre Oraison. Et l'oraisonnière, c'est quoi en gros? C'est une espèce de prêtresse, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est la façon la plus vulgarisée de l'appeler, c'est-à-dire que elle fait passer les âmes des défunts dans un autre monde, tu vois, elle fait toute une cérémonie, tout ça. Et Nouni, elle est oraisonnière, et suite à la mort de sa sœur, elle va se retrouver mêlée dans la guerre qui va se déclencher avec le royaume voisin. Et tout son monde, toute sa façon de penser, même jusqu'à son métier, va être remis en question avec ce qu'elle va y voir là-bas. Et d'un autre côté, on suit sa petite sœur Aileen, qui à la base est dans un pensionnat, et qui elle va avoir plus qu'un seul mot en tête, c'est vengeance. Et pour ce faire, elle va devoir rentrer en contact avec des dangereux clans. C'était très bien, c'était même excellent, Oraison. J'ai un petit bémol sur le tome 1 parce que pour moi, il y a un énorme truc. C'est vraiment pour moi, hein. Pour moi, c'est une incohérence énorme qui fait que ça m'a sorti. J'ai plutôt aimé le tome 1 déjà, parce que je trouve que c'est une fantaisie qu'on n'a plus l'habitude de lire actuellement, même si c'est un type de fantasy qui se faisait beaucoup il y a encore 10-15 ans. Moi, ça me plaît de relire ce type de fantasy, vraiment avec un univers hyper riche, avec des conflits politiques bien pensés. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans Oraison, déjà dans le tome 1, mais je trouve que le meilleur, c'est le tome 2. Vraiment, je trouve que le tome 1 est vraiment sympathique, je trouve que le tome 2 est génial. Donc, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Samantha Bailey a écrit ce livre, elle était très jeune, je suis même pas sûre qu'elle était majeure quand en tout cas elle a commencé l'écriture de ce livre. Ça se sent à certains endroits, mais très légèrement, et je suis extrêmement impressionnée qu'une personne aussi jeune à l'époque ait pu écrire ça, parce que c'est très bon et ça reste très accessible. C'est-à-dire que l'univers est certes, il y a plein de choses, mais on n'est pas sur de la complexité, on n'est pas sur quelque chose qu'on comprend pas. Ça se comprend très facilement. Et dans cette même catégorie, j'ai aussi découvert La mémoire des eaux, écrit par Margot Louten et aux éditions Plume Blanche. C'est le tome 1 qui s'intitule Le dragon et l'oiseau. Et on y suit dans un premier temps Azraella, qui est une jeune elfe et qui au début de l'histoire découvre le cadavre de ses papas. Donc on ne commence pas sur quelque chose d'hyper joyeux. Et en découvrant les cadavres de ses papas, elle veut savoir pourquoi elle les a retrouvés morts. Elle veut savoir comment ils sont morts, pourquoi, qui a fait ça, et elle va donc aller faire appel au service d'un conteur d'os, qui est une sorte de mec qui peut lire les souvenirs des gens dans leurs ossements, tu vois. Et suite à ça, Azraella et nous aussi, en tant que lecteurs, on va découvrir du coup le passé incroyable de ceux qu'on appelait le dragon et l'oiseau, qui sont du coup les papas d'Azraella, hein, comme tu l'auras compris. Mais ce sont aussi des êtres légendaires dans l'histoire du monde que l'on suit là-dedans. C'était une excellente lecture. C'était vraiment hyper bien. Moi, j'aime bien les côtés un petit peu dark, donc c'était dark. C'est pas de la dark fantasy hardcore non plus, hein, tu vois. Il y a des scènes un petit peu gore par-ci par-là, mais on est quand même sur quelque chose d'assez soft. Et contrairement à la plupart des dark fantasy que j'ai pu lire dans ma vie, il y a une histoire d'amour qui est très présente. Je considérerais quand même pas que c'est de la romantasy, mais on n'est pas si loin. Voilà, on n'est pas si loin. Parce que l'histoire d'amour, du coup, entre les papas d'Azraella, du coup, est au cœur de ce récit, mais ce n'est pas la seule chose qui le constitue, loin de là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on va jouer avec la représentation qu'on peut avoir des créatures qu'on connaît bien, donc c'est-à-dire les elfes par exemple, les dragons, plein de créatures comme ça, et on va en faire quelque chose d'un petit peu moins lisse, tu vois. Je dis pas que les elfes sont lisses dans toutes les histoires qu'on connaît, mais c'est vrai que, tu vois, rien que sur la couverture, cette figure d'un elfe complètement ensanglanté, c'est pas quelque chose qu'on va forcément avoir l'habitude de voir. Ce côté-là était très bien fait. La plume de Margot Louten est très agréable à lire. Elle n'est pas spécialement complexe, mais elle est pas non plus, c'est pas la plus banale non plus. Il y a quand même du vocabulaire, il y a quand même, voilà, c'est quand même une plume qui n'est pas juste je te raconte une histoire sans avoir pensé à mes mots. Donc c'était vraiment cool, et c'est vrai que j'ai très hâte de découvrir la suite, parce que c'est vrai que c'était une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu.
On passe maintenant à la catégorie automne rayonnant. Et magie, tu vas voir, c'est à propos, j'ai changé de tenue, hein, parce que c'est un autre jour. Et la première catégorie, c'est je ne parlerai pas moins fort, je ne couperai pas mes cheveux. Dans cette catégorie, j'ai lu Circé de Madeline Miller et aux éditions Pocket. Ici, on suit Circé, qui est plus ou moins la première sorcière de l'histoire, même si... Enfin, il s'agit de la mythologie grecque, donc c'est pas tout à fait de l'histoire. Et Circé, c'est la fille d'un titan et d'une nymphe qui sont déçus d'elle quand elle est petite, alors que c'est une petite fille toute mignonne, il n'y a pas de quoi être déçu. Mais eux, ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce que Circé a l'air de plus s'intéresser aux humains, tu vois, ces petites crottes, d'après en tout cas son papa et sa maman. Bah, elle a un vrai intérêt pour les humains. Et c'est ce qui va justement causer sa perte, parce que à cause de cet intérêt pour les humains, elle va faire quelque chose qui n'est absolument pas accepté chez les dieux, et elle va se retrouver exilée sur une île déserte. J'ai trouvé que c'était super bien, mais attention, je pense que je vais être moins dithyrambique que d'autres gens sur ce texte-là. J'ai trouvé quand même qu'au tout début, il y avait des longueurs. Ça a été un peu laborieux pour moi quand même de lire le début. Après, ça a coulé tout seul, même s'il y a eu quand même d'autres longueurs qui sont arrivées. Je sais que ce texte a été adoré, meilleure lecture pour beaucoup de personnes, et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est très très qualitatif. Mais c'est vrai que j'ai lu plusieurs textes qui parlent de mythologie, et moi ce sera pas mon préféré. Je crois que je préfère notamment la trilogie, même si j'ai pas encore lu le dernier tome de Claire North, qui commence avec Pénélope Reine d'Ithaque, parce que je trouve ça plus mordant, je trouve ça plus drôle du coup, et en même temps je trouve la critique politique plus pinçante, je sais pas, parce que ici aussi il y a une critique politique, hein, parce que les réécritures mythologiques, elles vont quand même profiter de ce truc-là pour critiquer notre société actuelle. C'est le cas ici aussi, hein, vraiment. Et bien sûr aussi, comme quasiment toujours, comme il y a plusieurs versions des textes de la mythologie, c'est vrai que quand tu en fais une réécriture, souvent tu vas prendre ce qui t'arrange, des fois tu vas mélanger les trucs en... Tu fais ta sauce, tu vois, tu fais ta sauce. Dans Circé, c'est le cas. Après, moi je suis pas une grande experte, hein, je connaissais la base de l'histoire de Circé, hein, le truc avec les cochons. Je pense que si tu connais un petit peu, tu vois de quoi je parle. Et j'aime beaucoup ce moment-là d'ailleurs dans le texte. Moi qui ai justement lu il y a pas si longtemps le Palais d'Ulysse, tu vois, t'as des liens qui sont faits entre les deux, et moi j'aime bien, tu vois, ça m'a plu parce que j'avais l'impression, tu sais, que j'avais une partie d'histoire là-dedans, alors que j'avais l'autre partie dans le Palais d'Ulysse, puisque dans le Palais d'Ulysse, on suit Pénélope qui est en train d'attendre son mari qui revienne à Ithaque, il ne revient pas, et peut-être que son mari ne revient pas parce que peut-être qu'il est à un moment donné avec Circé, on ne sait pas. Non mais voilà, bon, j'ai passé un bon moment en lisant Circé. J'aime bien la plume de Madeline Miller, même si, il y a, voilà, des longueurs. Il y a quelques longueurs. Mais je conseille très fortement Circé si tu ne l'as pas encore découvert. On enchaîne avec la catégorie Ma meilleure ennemie. Ou attends, mieux. Être ami ennemi, fille de ma mélodie. Être ami ennemi, nanana. Je connais plus les paroles, voilà. Tu es ravie de connaître mes connaissances musicales. Dans cette catégorie-là, il y a deux livres qui rentraient dedans. Le premier étant Les serpents et le descendant de la nuit, de Carissa Broadbent et aux éditions Bookmark. On y suit Araya qui au début de l'histoire est une petite fille toute choupie, sauf qu'elle mord un vampire. Et le vampire se dit « Oh mon petit chou, trop mignon, il me mord, regardez comme c'est mignon, oh c'est mignon, viens avec moi, je te prends avec moi. » Et il prend ce qu'il considère plus ou moins comme un chiot, donc Oraya, et il l'élève tel son papa. D'ailleurs Oraya l'appelle papa, c'est devenu son père. Et donc on la suit plusieurs années plus tard, et il y a un grand tournoi qui est organisé par Nyaxia, qui est globalement la déesse de ce monde-là, la déesse de tous les vampires. Oraya décide d'y participer parce que quand tu participes à ce tournoi, tu as un vœu qui t'est accordé, et la madame a bien évidemment un vœu. Et donc quand tu participes à ce tournoi, on te met dans une grande maison. C'est genre les enjeux à télé-réalité, tu vois. Tu les mets tous dans une maison, et il y en a, ils s'entretuent avant même les épreuves, et il y en a, ils font des histoires d'amour avant les épreuves, enfin t'as compris le truc. Et bien sûr, Oraya va rencontrer Beau Gosse, parce que j'ai oublié son nom, donc on va l'appeler Beau Gosse, et peut-être pas, il va se passer des choses avec Beau Gosse. J'ai plutôt bien aimé, sans que j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça divertissant, tu vois, j'ai trouvé ça divertissant, dans le sens où c'est quand même une pavasse et ça se lit tout seul. Je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours, enfin je l'ai lu vraiment très rapidement, j'ai pas passé mes journées à lire non plus. Ça se dévore. C'est pas l'histoire que je préfère de cette autrice, puisque j'ai oublié à chaque fois son nom, mais le truc, La guerre des cœurs éclairés, je crois que c'est le nom de la saga, mais j'ai lu que le tome 1, j'ai préféré largement
à celui-ci. Reste qu'on passe quand même un bon moment. Alors bien sûr, il y a des choses qui m'ont un petit peu saoulée, notamment le fait que Oraya, elle passe son temps à dire ouais, je veux participer au tournoi parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour une faible humaine, faible et tout ça. La meuf, elle est pas faible du tout. La meuf, elle est capable, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les vampires, elle les maîtrise en deux. Et je trouve ça très dommage, très dommage, parce que pour moi, tu me dis compétition dans lequel t'as quasiment que des vampires, et au beau milieu, t'as cette humaine qui est censée être bien plus fragile, et elle arrête pas de dire qu'elle est bien plus fragile, et l'humaine en question n'est pas plus fragile, je suis déçue. Voilà, je suis déçue parce que pour moi, il y avait quelque chose qu'on pouvait exploiter, qu'on n'a pas exploité du tout. Le Love Interest, bon, sans plus, voilà, il existe. Voilà, il existe. J'ai rien contre lui, j'ai rien pour lui, il me fait pas vibrer mon petit cœur non plus, tu vois. Et il existe. Il y a des choses intéressantes sur la condition de vampire, notamment sur le truc. Est-ce que tu es un monstre? Est-ce que tu n'es pas un monstre quand tu es un vampire? Comment tu peux être considéré? Il y a vraiment des questionnements que j'ai trouvé cool, même si bon, c'est des questionnements de base dans quasiment toutes les histoires de vampires, n'empêche qu'il y a des histoires qui ne le font même pas. Là, c'est fait, ça le mérite. Voilà, ça a été un bon moment, sans être un moment incroyable, sans être une lecture qui m'a marqué à vie. Cela dit, c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble, et j'ai quand même très hâte de lire la suite de la trilogie, au vu de la fin du livre. Mais je crois que c'est vraiment la fin du livre qui m'a le plus hypée, tu vois. Tout au long de ma lecture, j'étais pas en mode, je veux absolument savoir la suite. À la fin, j'étais quand même, si, je veux savoir, malgré tout. Ensuite, dans cette même catégorie, et pour le Poolverse Challenge, c'était dans 3 catégories différentes, parce que c'est un intégral et j'ai lu les 3 tomes. Il s'agit de l'intégrale de Steam Sailors, écrit par Ellie S. Green et aux éditions Gulfstream. On y suit Prudence, qui est une jeune médecin qui vit sur la terre ferme et qui n'a rien demandé à personne, et un jour elle se fait tout simplement enlevé, voilà, contre son gré, comme dans la plupart des enlèvements, par une bande de pirates, les pirates de l'héliotrope, et ces pirates vont lui demander de remplacer leur médecin récemment décédé, et elle va pouvoir vivre du coup des aventures avec eux. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est du jeunesse, ça se sent, c'est vraiment très jeunesse. Si t'es allergique à ça, passe ton chemin parce que tu vas pas aimer. C'est des aventures qu'on vit de façon très agréable, chaque personnage est attachant à sa façon. C'est des pirates, donc t'as ce truc de fan family comme quasiment dans toutes les histoires de pirates en réalité. C'est quand même plutôt des pirates gentils parce que pirates, tu peux aussi avoir des sales races, Tu peux décrire les pirates comme tu veux. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque tome tout simplement parce que je vais probablement faire une vidéo dans pas si longtemps de ça où je vais te faire une vidéo saga finie et je vais rentrer dans le détail là à ce moment-là. C'était sympa. Voilà, c'était sympa. Globalement, chacun des tomes était assez agréable à lire et j'ai bien aimé le personnage de Prudence, même si je te dis que c'est le personnage principal, on ne suit pas que elle. D'ailleurs, il y a vraiment tout un pan d'histoire, notamment dans le tome 2 ou dans le tome 3, je ne sais plus, je mélange des fois, où on ne la suit quasiment plus du tout pendant une petite période. Donc on suit vraiment l'équipage de l'héliotrope, et il y a des bails avec une sorte de magie perdue, enfin il y a beaucoup de choses intéressantes dans Steam Sailors, moi je peux que le conseiller. On passe à la catégorie suivante qui est pour nous qui avons besoin de souffler. Dans cette catégorie, j'ai découvert La princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et aux éditions Slalom. On y suit Ivy qui porte un masque sur la gueule comme tu peux le voir, tout simplement parce que si quelqu'un voit son visage, il se suicide, qui est pas hyper pratique dans la vie, voilà, elle est ce qu'on appelle une belle à mourir, et du coup il y a une double précaution qui est faite sur sa personne, c'est-à-dire qu'elle a effectivement un masque sur son visage, mais aussi elle est enfermée, voilà, elle n'a pas le droit de sortir de chez elle. Et un jour t'as un mec qui arrive et qui vient la voir et qui lui dit viens, tu vas prétendre au trône de l'automne. Je crois que c'est le trône de l'automne, parce qu'on est dans un monde où en gros tous les royaumes c'est rapport aux saisons, tu vois, t'as le royaume de l'été, le royaume de l'hiver, c'est pas appelé exactement comme ça, mais c'est ça. Et donc Ivy au départ elle est pas trop d'accord, et finalement on va quand même suivre ce vieux monsieur parce qu'en fait il l'oblige, et elle va participer à la compétition pour prétendre au trône de l'automne, qui est vacant du coup. J'ai beaucoup aimé, voilà, ça m'a vraiment plu, c'est le premier tome d'une duologie, j'ai trouvé ça super cool, même si l'intrigue c'est un truc classique, tu vois, d'épreuves, parce que en fait t'as plusieurs princesses, je sais pas si c'est toutes des princesses, mais en tout cas les prétendantes, t'as plusieurs prétendantes qui s'affrontent dans des épreuves pour déterminer laquelle mérite le plus ce trône. C'est assez classique si tu veux, mais je sais pas, j'étais dans l'ambiance de ces royaumes avec ces saisons, j'adore le caractère des
reines du coup qui sont complètement détachées de la réalité, hein, elles sont complètement à l'ouest par rapport à ce que vivent les gens qu'elles dirigent. Ivy elle-même est complètement à l'ouest mais pour des raisons complètement différentes, c'est-à-dire qu'elle a été enfermée toute sa vie, donc au tout début elle ne fait que suivre, c'est une suiveuse, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'on lui dit et elle est en mode je ne sais pas, je connais pas, donc moi dites je fais, hein, enfin tu vois, elle a rien demandé et donc elle sait pas trop. Et au fur et à mesure qu'elle découvre ce monde-là, et son caractère finit par s'affirmer et elle commence à prendre plus de décisions par elle-même et on rencontre quelqu'un d'assez intéressante finalement, alors qu'au début elle est un petit peu lisse parce qu'elle est contente de suivre, voilà, comme je l'ai dit. Je trouve qu'il y a de l'humour, surtout dans la plume qu'au final dans les situations, les personnages aussi. Ouais, j'ai passé un très très bon moment, moi, avec La princesse sans visage, et j'ai très hâte de lire la suite. Et on passe à la dernière sous-catégorie de cette grosse catégorie, et la dernière catégorie du challenge. Et j'ai découvert 3 livres différents, même plus, parce que le premier que je vais vous présenter, c'est encore une intégrale, et c'était l'intégrale des mondes d'Ewilad, écrit par Pierre Bottero, et aux éditions Rajo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement que je vais en faire une vidéo à part entière. Je ne vais même pas faire un résumé parce que Les Mondes d'Ewilad, c'est la deuxième trilogie dans l'univers de Gwenda la Vire. Donc la première trilogie c'était la quête d'Ewilad, et si je te fais un résumé des mondes d'Ewilad, je te spoil la quête d'Ewilad. Donc on va pas vraiment te faire un résumé, si ce n'est qu'on suit Camille qui à la base était une ado comme les autres et qui se retrouve en faisant ce qu'on appelle un pas de côté dans un autre monde dans lequel elle va se découvrir la capacité de manier l'imagination. Ça se traduit par le fait de dessiner. Je vais pas en dire plus. De toute façon, qui n'a pas entendu parler de cette trilogie? Je vais juste te donner mon ressenti. Le premier tome, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'était sympathique, ça faisait très chair de poule, tu vois, ça faisait très horreur. Il y avait vraiment une ambiance horrifique, tu vois. Il y a même des cadavres, tout ça, tout ça. Ça reste de la jeunesse, hein, c'est pour les enfants. Mais il y avait des cadavres. L'ambiance était très très cool. Vraiment, Pierre Bottero sait vraiment bien faire l'ambiance. Mais c'est vrai qu'en termes d'intrigue, j'étais un petit peu plus en dehors sur le premier tome. Les 2 autres m'ont davantage plu. Je peux pas rentrer dans les détails, si ce n'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des questionnements hyper intéressants, notamment sur la famille, notamment sur sa place dans la société, dans la vie globalement. Ouais, il y avait des choses intéressantes et j'ai passé un très très bon moment quand même avec Les Mondes d'Ewilad. Je pense meilleur qu'avec la quête d'Ewilad parce que c'est un petit peu plus mature finalement, un petit peu moins manichéen. Et oui, j'ai encore changé de tenue et je suis revenue, il me semble, peut-être que je me trompe, que je suis revenue à la tenue que je portais début de la vidéo, tout simplement parce que depuis elle a été lavée et que je peux la remettre. Et du coup, pour finir, il me reste 2 livres dont il faut que je parle, et c'est la fin après ça. Et donc les 2 livres en question, le premier c'est Magique Charlie, écrit par Audrey Alouette et aux éditions Gallimard Jeunesse. On y suit Charlie qui est un petit garçon tout mignon qui fait des pâtisseries avec sa mamie. Sauf que c'est des pâtisseries un petit peu particulières parce que j'ai oublié quel nom elles ont exactement, mais en gros, tu fais ta pâtisserie, c'est un petit peu comme les gâteaux chinois, là t'as une prédiction dedans, sauf que là la prédiction elle est vraie. Et elle est surtout très rapide, c'est-à-dire qu'en général c'est tu vas te casser la gueule dans 30 secondes, tu vois. C'est très rapide la prédiction. Et donc ils font les gâteaux tranquillou nana, et à un moment donné, Charlie, le petit coquin qu'il est, va se cacher d'après avoir rajouté plein de sucre magique dans les pâtisseries alors que sa mamie avait dit pas trop de sucre. Et sa mamie en profite pour lire la prédiction. Et la prédiction, nous on sait pas ce qu'il y a écrit dessus, mais sa mamie n'a pas l'air d'apprécier parce que de là elle engueule Charlie et après ça il ne se voit plus pendant des années. On est plusieurs années plus tard, Charlie a 14 ans et il a enfin des nouvelles de sa grand-mère qui en fait avait disparu et se trouve qu'elle revient sauf qu'elle a complètement perdu sa mémoire et Charlie va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est trop bien. Voilà, Magique Charlie. C'est très constructif, hein. Non, c'est vraiment génial. Voilà, les mots sont dits. C'est vraiment un livre jeunesse comme j'aimerais en lire très très souvent. C'est très bien écrit. J'adore la plume d'Audrey Alouette. Alors je l'ai pas dit dans le résumé, mais Magique Charlie en même temps, c'est évident. Bon, Charlie va très vite se trouver potentiellement être un petit magicien, comme ça appelé dans ce livre-là, donc sorcier, magicien, enfin comme tu veux, tu vois. Et ça aborde en soum-soum comme ça, tu vois. Plein de sujets de société hyper intéressants, tout en ayant un univers très féerique, un univers très proche de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, hein. Il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais c'est pas la même chose non plus, tu vois, il y a vraiment
Quand je dis qu'il y a des similitudes, c'est que t'as beaucoup de jeux de mots sur les trucs magiques qui se passent, mais du coup ce ne sont pas les mêmes, et donc on retrouve quand même quelque chose de différent. L'intrigue n'est pas du tout la même non plus, en plus t'as des choses très surprenantes, voilà, t'as des choses très surprenantes, t'as des choses très dures aussi, très dures mais qui sont quand même entendables complètement pour des enfants, tu vois, même des jeunes enfants, hein, parce que Charlie a 14 ans, mais pour moi tu peux quand même le lire dès l'entrée au collège, tu vois, dès 11 ans je dirais. C'est très bien Magic Charlie, c'est très bien pour les enfants, c'est très bien pour les ados, c'est très bien pour les adultes. Voilà. Alors, bien sûr, si tu es un adulte qui est réfractaire à tout livre jeunesse, tu vas pas aimer. Je vois pas pourquoi t'aimerais celui-là. Mais pour moi qui peux aimer les livres jeunesse, c'est vrai que j'ai passé un très bon moment avec ce livre-là et je le conseille très fortement. Et le dernier livre dont je vais te parler dans cette vidéo, last but not least, puisque c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je spoil un petit peu mon avis, il s'agit du premier tome de Persona écrit par Yelena et aux éditions Hachette Roman. On y suit Andrea qui a le don de Persona, c'est-à-dire qu'il peut changer d'apparence à son gré, tu vois, il met un masque comme ça et puis il est qui il veut, tu vois. Et dans ce monde-là, comme lui, il y a une certaine partie de la population qui sont ce qu'on appelle touchés par la lumière, et quand la lumière te touche, tu as un don. Tu pourrais te dire, mais c'est incroyable, tu vois, c'est plutôt cool, tu as un don, tu vois, tu peux te la péter, tout ça, tout ça. Non, parce que les personnes touchées par la lumière ne sont pas trop appréciées dans la société. Souvent, quand tu es enfant, tu es dans un espèce de pensionnat dans lequel tu dois attendre jusqu'à tes 18 ans, et à tes 18 ans, tu peux choisir entre la peste et le choléra, tu vois. Enfin voilà, t'as un choix qui doit être fait et donc en gros tu n'es pas libre quand tu es touché par la lumière. Donc Andrea fait partie de ces enfants-là puisque lui il a, je ne sais plus quel âge il a au début de l'histoire, mais il est mineur. Et lui bien sûr, comme tout le monde, ça ne lui convient pas trop sa condition, mais il est quand même obligé de l'accepter parce qu'il voit pas trop bien ce qu'il pourrait faire pour qu'il en soit autrement, jusqu'au jour où il va se voir confier une mission avec 2 de ses potos assez mystérieuse qui va peut-être venir changer des trucs dans la vie d'Andrea. C'était trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Persona. Voilà, on finit l'update lecture avec une lecture qui m'a vraiment plu, hein. Comme Magic Charlie, on reste sur du jeunesse très intelligent. On est vraiment sur le genre de livre jeunesse que j'aime lire, moi en tant qu'adulte, mais que j'aurais adoré lire enfant, tu vois, j'aurais vraiment adoré ces livres-là, j'en suis persuadée. On est sur quelque chose avec beaucoup de questionnements sur qui suis-je, bah parce que Andrea se cherche, tu vois, c'est-à-dire que en tant que personnage, il peut être vraiment qui il veut. Je pense que c'est un personnage non binaire et il va rencontrer notamment un personnage neuroatypique, donc en termes de représentation on a ce qu'il faut, mais ça ne fait pas tout, hein. C'est-à-dire que d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça je t'ai parlé d'un livre où il y avait énormément de représentation et le livre je l'avais pas aimé, je l'avais vraiment pas aimé. Donc vraiment je vais pas aimer un livre parce qu'il y a de la représentation, pour moi c'est un plus, c'est pas ça qui va me faire aimer ou pas aimer un livre, donc là je parle de ce plus là, mais c'est très vrai, c'est pas binaire non plus comme livre, c'est-à-dire que t'as vraiment plusieurs points de vue et aucun des points de vue est meilleur qu'un autre, c'est-à-dire qu'ils sont tous valables. Je sais pas quoi dire d'autre, j'ai l'impression que je te dis des trucs qui servent à rien en vrai. Je trouve que Persona c'est vraiment un très bon livre, c'est le premier tome d'une quadrilogie, donc j'ai lu que le premier tome pour l'instant, donc je ne sais pas ce que vaut le reste de la saga, mais en tout cas je conseille très fort ce premier tome, j'ai trouvé ça très bon. Et puis t'as un personnage qu'on voit pas énormément dans ce tome là, mais tu comprends qu'il peut-être qu'on va la voir un petit peu plus dans le tome suivant, mais je la trouve très touchante. Elle est toute mini, et les persos secondaires sont cool, et l'intrigue est sympa. Bien que j'ai quand même un petit bémol au niveau d'un des personnages qui, à un moment de l'histoire, a une réaction mais complètement stupide, qui m'a fait vraiment lever les yeux au ciel. Et bon, après, c'est pas un vrai bémol, hein, c'est vraiment juste, j'étais là, non mais sérieux, non, allez, hein, non, voilà. Mais en dehors de ça... c'est très bon personnage. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Si tu sais pas quoi commenter, comme pour tous mes updates, tu peux mettre une pile de livres. Ou comme c'est l'update de l'automne, tu peux mettre des petites feuilles mortes, enfin des trucs en rapport avec l'automne. Sur ce, des bisous!